Alain Fédel, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour les régionales, vous représentez l'UPR pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Alors pour commencer, même si la plupart des gens qui visitent le Cercle des volontaires connaissent déjà l'UPR, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'UPR et nous dire quels sont ses buts et ses engagements? L'UPR, très vite, historique, c'est François Asselineau, 2007, création de l'UPR en 2007. C'est un mouvement de citoyens qui a été d'ailleurs classé dans les divers, donc ni à droite, ni à gauche, ni les extrêmes, par le ministère de l'Intérieur, et qui fait qu'on a eu l'intelligence de mettre de côté tout ce qui pouvait nous séparer pour aller dans un seul but, c'est redonner aux Français la liberté de choisir eux-mêmes leur destin. Et ça, c'est très important, surtout lorsqu'on vit aujourd'hui ce que l'on est en train de vivre. Nous sommes en novembre 2015, et la liberté, elle commence à être un petit peu mise de côté. L'UPR, c'est 9300 adhérents aujourd'hui. 300 adhérents en plus en 15 jours, lorsque tous les partis sont en train de perdre des adhérents. Ça montre la progression de ce parti. Alors, d'un point de vue plus personnel, vous n'avez pas fait de politique de manière professionnelle avant de vous engager dans cette campagne. Est-ce que vous êtes un simple citoyen, est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu votre parcours et nous dire tout simplement comment est-ce que vous en êtes venu à adhérer à l'UPR et à devenir tête de liste pour une région aussi grande d'ailleurs que Auvergne-Rhône-Alpes? En plus, c'est déjà une région, c'est pas la mienne. Moi, je suis marseillais, j'habite par intermittence sur Paris. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je suis venu habiter dans la Drôme, dans un petit village avec des gens très sympathiques à Charolles. C'est la première fois que je prenais une carte dans un parti. Faut-il vraiment, pour qu'un musicien, je suis musicien, pour qu'un musicien s'engage et se dise qu'on va pouvoir faire changer des choses en France, faut-il vraiment que les hommes politiques, qui eux sont payés pour faire ce métier, n'aient pas forcément fait ce qu'il fallait pour que la France se retrouve en fait ailleurs qu'à ce niveau-là. La France est en train de mourir et je me suis dit, donc en 2011, il y a sûrement un autre discours que celui que j'entends, celui de 2007 avec la droite, celui de 2012 après avec la gauche, où on se rend compte que quoi qu'il en soit, c'est la même politique. Et puis un jour comme ça, par hasard sur Internet, on tombe sur une conférence de François Asselineau. Au début, on ne croit pas forcément ça. On se dit, attends, est-ce que je me serais trompé tout le temps? Parce que c'est ça, il faut se remettre en question. Et arriver à se dire qu'on est dans une prison et on n'en était pas conscient, faut-il se mettre à penser autrement? Alors je suis allé chercher un petit peu sur Internet pour recouper les informations. Je crois que c'est ça en fait, être libre. Je prends une information, je vais chercher si c'est vrai, et j'en fais ma propre synthèse. Et ma propre synthèse, c'était celle de François Asselineau. Et donc, je prends ma carte, et le temps passe, et puis un jour, on propose tout de même à un musicien, non pas de faire la potiche sur une scène, comme ça, à la place de... C'était où? C'était à la Concorde, je crois, en 2007, où derrière, on fait un petit peu tableau. C'est François Asselineau, tout de même, qui donne sa chance à quelqu'un qui vient de la société civile et qui vient se battre. Voilà. Et qui vient là et qui se retrouve tête de liste pour Auvergne-Rhône-Alpes. Grosse région. Alors, l'UPR n'a évidemment pas les moyens financiers des grands partis très médiatisés. Est-ce que vous avez réussi à déposer des listes dans toutes les régions de métropole? Et dans la suite de cette idée, est-ce que, de votre propre expérience, vous pouvez dire si un petit parti a de fait des entraves administratives, etc., qui font qu'il n'est pas à égalité avec les autres partis qu'il va devoir affronter? Et nous parler un peu de l'intérieur en fait de ces entraves potentielles. Oui, je crois que c'est un miracle aujourd'hui. Quand on ne s'est jamais lancé dans une campagne, on n'imagine pas. Enfin, c'est un réel parcours du combattant.
l'UPR, avec ses 9300 adhérents maintenant, arrive à proposer 1971 candidats dans 13 régions, 12 régions en métropole, donc sauf la Corse, et puis la Réunion. Mais sans être l'émanation d'un grand parti. Il y a plein de mouvements, de petits partis, mais on se rend compte qu'ils viennent du Parti socialiste, ils viennent de l'UDI ou du MoDem. Nous, on vient de nulle part, puisqu'on est un rassemblement de citoyens. Et puis avec très peu d'aide, nous, on n'a aucune aide d'État. Et lorsqu'on en est là et qu'on voit tout le parcours administratif, c'est vraiment avoir des bâtons dans les roues tout le temps, pas que pour l'UPR, pour tout le monde. On se rend compte que si on n'est pas soudé, si on ne fait pas partie d'une famille et si on ne donne pas du sien, on ne peut rien changer. Donc là, l'UPR nous offre à tous cette facilité-là, mais une facilité, c'est un bien grand mot parce que, on le voit en plus aujourd'hui, une fois qu'on a réussi à avoir un petit pécule, ça coûte très cher, des affiches, des tracts, les déplacements. Nous sommes tous bénévoles, heureusement en plus. Mais lorsqu'on arrive à avoir cet argent-là pour pouvoir lancer une campagne, lorsqu'on arrive à avoir des adhérents, des sympathisants qui vont donner un coup de main pour coller des affiches partout, parce qu'il faut bien être connu, eh bien, là, la problématique, ça va être la fenêtre médiatique, et elle ne s'ouvre pas, ou très peu. Et au moment où elle commence à s'ouvrir, on nous met encore les bâtons dans les roues, comme quoi la campagne s'arrête. Enfin, on en parlera peut-être. La campagne s'arrête, c'est l'état d'urgence. Donc, on se demande ce qu'on va nous sortir tous les jours pour que les Français ne puissent pas s'exprimer, même si on rejette la violence, même si on rejette tout ce qui s'est passé, et ça nous fait mal, les attentats, on en reparlera peut-être un petit peu. Mais tous les jours, il faut gravir des montagnes énormes. C'est difficile. Donc vous évoquez les attentats qui ont lieu il y a peu. Forcément, effectivement, on est dans l'obligation d'en parler. Et premièrement parce que ça concerne certains engagements de l'UPR. Deuxièmement parce que ça affecte directement la campagne, mais aussi parce que ça influe sur le cadre médiatique qui est imposé à cette campagne. Alors déjà personnellement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, et puis après peut-être en tant que candidat, comment est-ce que vous avez vécu ces événements ? Déjà, en tant que moi, j'ai de la famille, moi, à Paris, j'ai des amis très chers, puisque en tant que musicien, et puis par rapport à ma vie, je passe beaucoup de temps à Paris, donc ça a été vraiment, ça a été très dur. Je l'ai vécu en direct, à la sortie d'une des réunions publiques que je donnais, donc ça a été difficile, passer toute la nuit à essayer de joindre les uns les autres et de n'avoir des réponses, des confirmations comme quoi tout allait bien pour les gens que j'aimais, mais simplement le lendemain, donc ça c'était difficile. Après, même si j'avais connu personne sur Paris, se dire qu'en France, on est tombé à un tel niveau, où il y a une telle violence, où il y a des fous furieux qui viennent faire ça sur notre sol, mais si on s'arrête là, si on reste dans l'émotionnel, on a beau avec l'UPR dire qu'on condamne, mais heureusement que nous, on part d'un problème, on essaie de trouver les causes. Et on se demande comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent en arriver là. Je crois que c'est une manière de se remettre soi en question. C'est comme dans un couple, si on se dit toujours que c'est ma femme qui a tort, il est certain qu'on va avoir de gros problèmes. Se poser des questions. Quelles questions on peut se poser ? Moi, je regarde que depuis les événements de janvier, on nous a sorti quoi comme explication ? On nous a laissé dans un émotionnel, et puis on nous a montré qu'on était protégé par quoi ? Par des gens qui vont parler de liberté d'expression en faisant une manifestation avec certains fous furieux de la planète qui, eux, sont totalement contre la liberté d'expression. Enfin, c'est une guignolade. Et si c'était pas autant tragique, on en rirait tout le temps. Et surtout, le talisman, voilà, c'est le champ de force, c'est ce qui va nous protéger, c'est « je suis Charlie ». Alors nous, on a essayé d'alerter. Regardons les causes, celles qui viennent en tout cas de nous, parce que sinon, ça va revenir. Eh bien, c'est revenu. Et puis aujourd'hui, on nous propose quoi ? Eh bien, on nous propose, plus je suis Charlie, mais on nous propose je suis Paris. On sera quoi la prochaine fois ? Alors ça peut être bien de remonter dans les causes,
Ben nous, ça colle avec ce que l'on dit. On est tenu par une politique colonialiste de la part de l'Union européenne. L'Union européenne qui nous impose l'OTAN, c'est l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui nous impose l'OTAN pour faire la sécurité de l'Union européenne. Je ne sais pas si les gens savaient que les États-Unis d'Amérique, qui bien sûr dirigent l'OTAN, faisaient partie intégrante de l'Union européenne. Ben oui, puisque c'est dans les traités. Donc nous, on appelle à quitter l'Union européenne pour quitter aussi l'OTAN, pour ne pas être menés dans des guerres de choc de civilisation qui font que, à force de taper sur la tête des gens, peut-être que ces gens-là, ce sont des fous furieux. Peut-être que sans leur taper dessus, eh bien, ils viendraient nous mordre. Ok, alors prenons des mesures qui font que, on essaie de se protéger. Mais tout de même, soyons un petit peu plus logiques. Si j'arrête de taper sur la tête du voisin, peut-être il ne viendra pas me mordre, et je crois qu'on ne s'arrête pas depuis des années, puis c'est la politique américaine, du moins des gouvernements américains. On ne s'arrête pas de taper sur les autres. Et puis après, on s'étonne un jour que 130 des nôtres, des gens qui ont simplement envie de vivre normalement, eh bien, se retrouvent par terre. Restons pas simplement dans l'émotion. Posons-nous des questions. Mais au moment où on se pose des questions, eh bien, le gouvernement se dit, écoutez, il y a des gens qui veulent nous empêcher de vivre libre. Donc, réponse, eh bien, c'est l'état d'urgence, on nous enlève toute liberté. Bon, il y a tout de même déjà quelque chose qui ne va pas. Et puis, nous, on veut empêcher des extrémistes, on veut empêcher des actes de terrorisme. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On envoie des avions pour aller créer du terrorisme chez les autres. Et j'ai l'impression que les Français ne le voient pas. Donc, si les Français ne le voient pas, eh bien, ils donnent raison à un gouvernement qui fera que dans quelques temps, on sera autre chose, on sera plus Charlie, on sera plus Paris, on sera quoi ? En tout cas, on sera par terre. Alors, en tant que candidat, il y a quelque chose que vous avez pu vivre de l'intérieur, c'est peut-être le poids que ces événements ont eu sur la campagne, c'est-à-dire médiatiquement, est-ce que ça a rajouté des entraves à la manière de communiquer ? Est-ce que ça a pu peser sur... comment vous l'avez vécu ça de l'intérieur ? Parce que du coup, être candidat, quand on n'a pas l'habitude, c'est aussi gérer une image médiatique. Et à la fois certaines entraves, certains rapprochements, mais aussi certains tabous. Donc est-ce que, alors peut-être deux questions en une, dès qu'on parle de souveraineté, forcément l'UPR est parfois ramené à l'extrême droite, etc. Et deuxième question, au niveau de l'état d'urgence, des attentats, etc., est-ce que il y a eu, d'après ce que vous avez pu voir de l'intérieur en tant que candidat, des pressions de l'État sur les médias pour gérer la campagne autrement, par exemple ? Alors le côté Front National, moi je suis pas là pour parler du Front National ni leur faire de la publicité, parce que de toute manière, si l'UPR c'était le Front National, il me reste encore une partie de cerveau. Si c'était pareil, je me serais inscrit au Front National et je ferais 30%. D'après moi, ils vont faire ça de toute manière, puisque ces événements font tellement peur aux gens que on va se recroqueviller sur nous-mêmes et voter pour ceux qui, soi-disant, ont la solution. Nous, à l'UPR, on ne va pas faire 30%. Donc si c'était pareil, j'irais directement au Front National. Après, on nous sort le côté de l'extrémisme, alors qu'on est divers, je le disais tout à l'heure, on nous sort le côté de l'extrémisme. Quand ça chante, quand ça nous chante, on est de ce côté, quand ça ne nous chante pas, on est de l'autre. Nous, on a voulu aller alerter les gens. Lorsqu'il y a eu ces 3 jours de deuil, décrétés par qui ? Les 3 gros partis en France, le PS, les Républicains, le Front National. Donc un arrangement entre amis, écoutez, on arrête la campagne, et donc nous, il faudrait qu'on l'arrête. Soi-disant par respect, mais pendant ces 3 jours, les 3 gros partis ne font qu'un truc, c'est d'être à la télévision. Chacun donne son avis. Donc chacun donne son avis avec son idée, son idéologie, et continue à faire la campagne. Nous, quand on se retrouve là, sur des marchés, simplement pour venir expliquer aux gens, pour vous protéger, il va falloir réfléchir. On vient parler de ça. Eh bien,
forcément certains journaux qui ne s'occupent jamais de nous, mais jamais. C'est-à-dire que là, on s'occupe de nous parce que c'est la campagne, et puis après, on va nous oublier. Enfin, d'après moi, on pourra de moins en moins nous oublier parce qu'on grossit, mais là, à ce moment-là, les retours que l'on a de certains journaux, c'est qu'on ne respecte pas les règles, mais les règles de qui ? Et que forcément, on est des extrémistes, mais dans l'autre sens, parce qu'on ne peut pas être des extrémistes comme le Front National, puisque lui, il a appelé à arrêter, en tout cas pendant 3 jours, la campagne. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit tellement de choses. C'est pas forcément toujours le cas. Donc, oui, déjà, on a une culpabilisation. Ça, c'est un fait. Hormis ces jours-là, eh bien oui, quand on nous arrête la campagne, alors on nous empêche de débattre. On nous empêche de débattre, mais par contre, les élections se font. Le 6 et le 13, et les gens vont aller voter. Oui, mais ils vont aller voter pour qui ? On n'a plus le droit, mais arbitrairement, on n'a plus le droit de dire qui l'on est. On n'a plus le droit d'aller débattre avec des gens. Et puis, le préfet peut arbitrairement se dire que non, votre réunion, vous ne la ferez pas. Alors, honnêtement, moi, j'ai pu faire toutes mes réunions, autant en Auvergne qu'en Rhône-Alpes, jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu faire toutes mes réunions. Mais tout de même, le mot d'ordre, c'est qu'on peut arrêter toutes les réunions publiques. Bizarrement, on peut continuer les matchs de foot. C'est-à-dire que si hier, donc j'étais sur Grenoble, alors on a toujours très peu de monde dans nos réunions, quelquefois j'en ai eu beaucoup, puis hier on était une dizaine. S'il y a un fou furieux qui arrive et qui tue 10 personnes, bon, ça serait terrible, déjà. Puis ça serait terrible aussi pour ma famille, parce que bon, j'espère qu'on m'aime bien dans ma famille. Mais si le même fou furieux se retrouve à un match de Saint-Étienne ou de Lyon, et puis ça va causer beaucoup plus de dégâts, ben là, bizarrement, c'est pas interdit. Alors, on est en train de couvrir qui ? L'argent, la liberté des Français de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc oui, il y a des pressions un petit peu de partout, et ça nous empêche d'avancer. Voilà, ça nous empêche d'avancer. Et j'ai appris même qu'il y aurait des grèves de la Poste pour la distribution des affiches des professions de foi, parce que la Poste serait payée, mais pas les postiers pour... Donc on se dit, mais quand est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer ? C'est tout ça qu'il faut gérer tous les jours. Alors on gère comme on peut. Alors du coup, finalement, l'imposition des thèmes finalement par les événements va ramener peut-être l'UPR vers une question qui est toujours délicate et qui peut sembler un piège dans lequel l'UPR a essayé d'éviter de tomber, c'est les questions d'immigration. On voit très bien dans les débats télévisés qu'elles reviennent toujours et qu'elles sont très orientées. Donc c'est une question délicate, c'est un sujet finalement que l'UPR essaye peut-être de garder à distance parce qu'il voit aussi que c'est un piège et dans lequel il n'a pas forcément envie de tomber. Comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de ces questions ? Est-ce que c'est des mines auxquelles il ne faut pas toucher ? C'est le cœur du problème. Tout à l'heure, la question d'avant, j'ai répondu techniquement. Comment est-ce qu'on est bloqué dans une période comme ça ? Le cœur du problème est là. C'est qu'on confond en France forcément terrorisme, donc qui vient peut-être aussi en grande partie, pour certains totalement, par rapport à une politique étrangère, mais déplorable, de toute manière d'un gouvernement qui est totalement tenu, ou alors qui a qu'une envie, c'est d'être mis en laisse par les gouvernements successifs américains. Je trouve ça dommage. Nous, on a des qualités en France, on a des gens de talent, on avait un pays, ok, on accepte de ne pas briller comme on a brillé sous De Gaulle ou avant, mais on est un pays fort. Ok, on accepte d'être un pays plus faible. Très bien. Mais de là à accepter une politique étrangère comme ça, c'est déplorable. De là, on se trompe de cible et on va dire que c'est forcément le musulman. Oui, mais c'est pas forcément le musulman blanc. Parce que tout ça, c'est du flan, cette histoire-là. Je veux dire, on est en train de tout mélanger. Et nous, on répond. C'est pas qu'on ne répond pas. Quand vous me dites, oui, peut-être vous ne voulez pas tomber dans une réponse parce que ça serait un piège. Non.
Nous, on répond, mais les gens attendent une autre réponse. Ils attendent quoi? Que je prenne une Kalachnikov et que je tire sur tout ce qui n'est pas blanc dans la rue? Enfin bon, ça ne nous a pas suffi. C'est ça la réponse qu'on va donner aux Français. Nous, on dit simplement que c'est un problème qui est extrêmement grave, et qui fait qu'on crée de la misère partout. Lorsqu'il y a quelqu'un, allez dans un hôpital en France, vous allez être de plus en plus soigné par des médecins qui ne sont pas forcément très blancs, qui ont un accent un petit peu bizarre. Ce gars-là, s'il est venu ici, en tant que médecin, c'est qu'il manque dans son pays d'origine. L'immigration, c'est ça aussi. C'est d'aller chercher la matière grise dans un pays et s'en servir ici. Eh bien moi, que ça soit un médecin ou que ça soit des tonneaux de pétrole, pour moi, ça, c'est du colonialisme. C'est du néocolonialisme aussi. Donc, nous, on dit que l'immigration, c'est causer de la misère dans les pays. D'où viennent les gens qui se retrouvent chez nous? C'est de créer de la misère aussi ici, parce qu'on va imposer des manières de vivre différentes à des gens qui, ici, sont nés ancestralement ici et ne comprennent plus pourquoi ça change, et d'autres qui aimeraient être reçus et qui ne comprennent plus pourquoi, quand ils viennent en France, eh bien on ne les aime pas. Et avec des gouvernements successifs, je ne sais pas si c'est conscient, je ne sais pas si c'est inconscient, mais tout de même des gouvernements successifs qui semblent montrer que ça leur convient qu'il y ait de plus en plus de communautarisme. Article 1er, je crois, de la Constitution française, c'est la France est une et indivisible, c'est une république une et indivisible. Il ne doit pas y avoir de communauté. Il y a des Français, il y a des gens qui ont envie de vivre ensemble. Faut-il ne pas les monter les uns sur les autres? Alors nous, on dit que tous ces Français-là, tous ceux qui souffrent, eh bien, ils ont le droit de s'exprimer. Mais pour s'exprimer, nous, on leur donnera, si le jour où on sera aux commandes, on leur donnera le référendum. On posera toutes les questions, celles sur lesquelles on ne peut pas débattre aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de dire, ben oui, mais c'est comme ça, mais alors les Français sont de plus en plus racistes, et puis les autres, on les aime pas, oui, mais les autres sont méchants. Non, attendez, ça serait bien, on pose tout ça sur la table, et puis on ouvre au débat. L'UPR, allez de toute manière sur le site upr.fr, vous trouverez dans les conférences d'Asselineau, de François Asselineau, toutes les réponses, tous nos programmes est très étayés. Nous, on compte ouvrir à débat longtemps, écouter tous les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, voir quel intérêt on a, nous aussi, en tant que nation, dans l'affaire, de recevoir des gens, de ne pas les recevoir. Et puis on demandera aux Français qu'ils s'expriment, eux, par référendum. Ça, c'est une réponse. On ne botte pas en touche en se disant « Bon, nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans cette direction, alors il faut que tout le monde nous suive. » C'est pas vrai, c'est pas ça. On donne une réponse. Et surtout, cette réponse, eh bien, on en montre la réalité, c'est que tous les partis qui essaient de faire des adhérents en lançant tout et n'importe quoi, et surtout des anathèmes à toute la planète, ou alors les médias qui essaient d'avoir de l'audimat, en tous les jours nous montrant des émissions sur la difficulté de la police à chasser les uns les autres, ok, mais qui ne remontent jamais aux sources du problème, eh bien nous on dit écoutez, ça ne sert à rien d'en parler pendant des siècles, puisqu'il y a 4 articles dans les traités européens, puisqu'on en revient, n'oublions pas que le credo de l'UPR, c'est quitter l'Union européenne, quitter l'Union européenne qui méprise les peuples, on l'a vu avec les référendums successifs que l'on bafoue, c'est quitter l'euro parce que c'est une monnaie trop forte qui aura pulvérisé notre industrie et nos emplois, et quitter l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure, et qui, peut-être, cause tout ce que l'on vit actuellement. Et donc, sortons de l'Union européenne parce qu'il y a 4 articles, l'article 67, 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui en fait ont la main, c'est pas la France, ont la main sur qui entre, qui sort de notre territoire, les regroupements familiaux, les droits d'asile et les expulsions du territoire. Alors, si on veut aller au bout, si on veut s'exprimer, si on veut prendre une décision, il faut qu'on soit souverain dans cette décision-là, donc il faut quitter l'Union européenne. C'est un peu long comme réponse. Il est certain que c'est plus facile de dire écoutez, on va prendre une Kalachnikov, on va tirer dans le tas. Oui, mais moi je ne suis pas comme ça.
Je suis profondément légaliste, je suis profondément pour que le citoyen se prenne en main et que l'on soit des êtres humains. Mais pour ça, il faut d'abord quitter l'Union européenne. Voilà. Mais c'est une réponse et j'ai pas l'impression qu'on l'entende. Alors, peut-être une dernière question sur les enjeux directs des régionales. Je me souviens que durant les dernières élections municipales, donc l'UPR n'avait pas participé, mais elle avait tout de même communiqué pour expliquer aux Français que c'était un enjeu d'importance, puisque finalement, ce sont les maires de France qui décident qui sera candidat au présidentiel ou pas. Expliquez-nous un peu quels sont les enjeux des régionales dans l'optique de l'UPR. Bon, à part le fait que personnellement, je vise la tête du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, parce que sinon je ne me serais pas engagé. Non, sérieusement, c'est déjà pour nous, c'est une élection de notoriété. Il faut que les Français nous entendent, et vu qu'on n'a jamais une fenêtre médiatique ouverte, eh bien, on se sert de ces élections. C'est pour placer aussi, bientôt, en 2017, il y a les élections présidentielle, c'est pour annoncer François Asselineau, parce que tout ce que l'on dit, d'ailleurs je viens de le dire par rapport à l'immigration, eh bien, il faut s'attaquer à l'Union européenne, à ces traités qui sont des freins. On ne veut pas s'attaquer à l'Union européenne simplement comme ça, par idéologie, parce qu'on a envie de rester entre nous. Nous, on veut s'ouvrir à toute la planète. Et pour s'ouvrir à toute la planète, eh bien, il faut sortir de ces traités. Donc, ça ne pourra se faire, bien sûr, que par la décision d'un président de la République. Ou alors par les fourches, mais enfin bon, moi je pense que j'ai plus forcément trop l'âge d'aller faire une révolution. Et puis de toute manière, si les gens voulaient faire une révolution, ils auraient tous un bonnet phrygien sur la tête, et j'ai l'impression qu'ils ont plus un casque d'iPhone. Donc nous, c'est plus des élections de notoriété, ça c'est clair. Après, c'est aussi pour faire entendre notre discours à des maires, vous parliez à des maires de communes, de villages, un petit peu partout, parce que pour qu'on se retrouve aux élections, faut-il avoir les fameuses 500 signatures. Je pensais avant qu'il fallait 500 signatures, pas 501. Quand on voit, je crois que M. Hollande en a eu 11 000, M. Sarkozy en a eu 9 000, je crois pas me tromper, je me dis qu'en fait, c'est quoi ? C'est un racket, c'est une manière de prendre toutes les signatures pour que la démocratie, déjà à la base, même si certains se disent que les élections, c'est pas vraiment démocratique, bon, ok, très bien, on peut en débattre, certains ont raison, certains ont peut-être moins raison, mais en tout cas, on a cette arme-là, mais on peut même pas se présenter parce qu'il y a eu une nouvelle loi qui imposait en fait aux maires de rendre publique la signature qu'ils avaient donnée et à qui. Et même quelqu'un qui est totalement démocratique, même quelqu'un qui se dirait François Asselineau, on voit que c'est pas un extrémiste et que ce qu'il dit, on le vit. Et je vois des maires avec la loi territoriale, la nouvelle organisation territoriale républicaine, la loi Notré, avec des maires qui savent très bien, le maire de mon village qui me disait oui, j'ai l'impression qu'en 2025, on va disparaître, on n'existera plus. Donc lui, il en a conscience. Eh bien, des maires qui ont conscience de cette nouvelle loi territoriale et qui va les faire disparaître, les départements, ça, tout va changer, peut-être seraient enclins à nous donner, à nous, une signature, ce que j'espère, mais il y en a combien qui oseront ? Parce que ils diront, on a donné notre voix à tel ou tel parti, si déjà ils ne sont pas encartés, eux. Parce que sinon, quand on est encarté, il va falloir aller dans le sens de notre parti. Mais même si on n'est pas encarté, nous avons un conseil général, un conseil régional qui nous donne des subventions. Est-ce que c'est pas un petit peu comme les fonds européens, vous savez, ces fameux fonds européens qu'on dit venir de l'Europe alors que c'est notre argent. N'oublions pas qu'on donne entre 22 et 24 milliards d'euros de notre argent à Bruxelles, qui nous rend de notre argent entre 14 et 16 milliards de notre argent en fonds européens. Et que ces fonds européens, il y a une condition, c'est qu'il faut faire de la publicité. C'est pour ça qu'on a autant de drapeaux européens partout, parce que dès qu'il y a un chantier ou une association qui a reçu un petit peu d'argent, on lui dit « Très bien, on te donne de l'argent, mais par contre, il faut que tu mettes le drapeau. » Si l'Union européenne c'était si bien, on ne demanderait même pas à faire de la publicité. Si Coca-Cola était tellement bon pour la santé, on ne ferait pas de la publicité comme ça sur les murs et à la télévision. Et bien là,
peut-être que aussi les maires qui oseraient donner une signature à des gens aussi comme nous, peut-être ils pourraient avoir peur alors de ne pas avoir de subventions, d'aide régionale ou départementale. Heureusement qu'il y a des gens qui se rendent compte que la démocratie, ça va beaucoup plus loin. Et j'espère qu'ils vont avancer avec nous. Simplement pour ouvrir le débat. Donc je les remercie déjà d'avance. Alors finalement, votre réponse appelle une autre question. Donc vous dites ce qui devrait être le cas légalement, que donc une candidature à une élection devrait fournir de la notoriété, puisque c'est la loi, il y a officiellement une égalité de temps de parole. Pour les dernières européennes, cette égalité n'a absolument pas été respectée, puisque même sur les chaînes de télévision publiques, il y a eu des débats nationaux auxquels l'UPR et d'autres petits partis n'ont absolument pas été conviés. D'autant plus que il faut savoir que dans les élections, c'est aux petits partis également de fournir leur propre bulletin de vote ou aux gens de les imprimer, etc. dans beaucoup de cas. Est-ce que, en tout cas, pour la présence médiatique, il y a clairement une situation d'illégalité. Le CSA a légèrement tapé sur les doigts des chaînes concernées. Légalement, est-ce que l'UPR a les moyens de se défendre contre de telles pratiques? Vous savez, ça c'est difficile, parce que moi je suis un simple citoyen. Et alors bien sûr, je suis un simple citoyen, mais enfin je suis pas le petit chaperon rouge qui pense que le loup il est gentil. Mais je crois dans les institutions de mon pays, je crois la démocratie, ça voulait dire quelque chose, la liberté. Bon, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est tout de même un ballon de baudruche qui explose à chaque fois. Je me demande, vous avez parlé du CSA. Il sert à quoi le CSA? Enfin bon voilà, moi j'aimerais bien qu'on me dise, soit le CSA applique des règles et on s'y colle, soit on n'a pas besoin de CSA. Et lorsque je vois qu'à chaque élection, François Asselineau, tout le bureau, enfin les gens qui sont chargés de ça, alertent, font des courriers, essaient d'avoir des dialogues avec le CSA qui semble être totalement impuissant, et qui fait que, au bout du compte, on dit écoutez, c'est ballot, mais bon, vous n'aviez pas fait de livre, bon, vous n'aviez pas les bonnes chaussures, bon, mais c'était pas, il pleuvait. Il est certain que là, à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a un énorme problème. Et la France est un pays de slogans, de sigles, vous savez, le pacte de compétitivité, la COP 21, ou soi-disant contre les gaz à effet de serre, mais en même temps, sous la pression de l'Union européenne, on est en train de vendre nos barrages hydroélectriques, c'est-à-dire notre électricité qui n'émet aucun gaz à effet de serre et carbone. Donc c'est tout et n'importe quoi. Eh bien c'est tout et n'importe quoi aussi par rapport à notre ouverture médiatique. On s'engage dans des élections pour faire en sorte que les Français nous entendent, parce qu'il y a soi-disant des règles, il y a soi-disant le CSA, et puis à l'intérieur c'est une république bananière, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Alors on essaie de passer outre, mais il faut vraiment slalomer. D'où la nécessité de médias comme le Cercle des Volontaires, et je boucle la boucle. Merci en tout cas au Cercle des Volontaires d'être venu m'interviewer. Merci beaucoup à vous, Alain Fedel, et bon courage pour cette campagne. Merci à vous.